Bonjour à tous, alors en direct de Palais des Congrès pour les Journées européennes de la Société française de cardiologie 2018. On a la chance dans cette émission Cardio Online de recevoir le professeur Erroald Donald de Rennes au sujet des nouvelles recommandations 2017 sur les valvulopathies asymptomatiques. Alors Erroald, les nouveautés, les points majeurs dans la valvulopathie mitrale. Eh bien, dans la valvulopathie mitrale, on sait qu'il y a un débat depuis des années. Est-ce qu'il faut opérer tôt? Est-ce qu'il faut attendre que le patient soit symptomatique? Et cette année, les recommandations ont été écrites par M. Baumgartner en premier auteur. Et on voit que bien que M. Baumgartner, qui était un des leaders de la stratégie d'attente que le patient soit symptomatique, il est recommandé, quand on est dans un centre avec une expertise technique suffisante, de proposer une chirurgie chez des patients qui ont un flay leaflet, un prolapsus mitral, asymptomatique si on a une dilatation du ventricule gauche à plus de 40 ou 45 mm de diamètre télésystolique, une fraction d'éjection qui approche les 60%, et un critère qui peut être utilisé aussi, c'est le volume de l'oreillette gauche à plus de 60 ml par mètre carré chez un patient en rythme sinusal. Donc dilatation ventriculaire gauche, dilatation auriculaire gauche chez le patient valvulopathie mitrale asymptomatique. Pour les valvulopathies aortiques? Alors pour les valvulopathies aortiques, les choses doivent être assez claires et je pense que pour nous tous, il y a un message très fort. On sait de ces recommandations que le TAVI prend une place de plus en plus importante. Mais aujourd'hui, en aucun cas, on ne conduit à une discussion de TAVI un patient qui aurait un rétrécissement valvulaire aortique serré asymptomatique. Le TAVI, c'est pour le patient symptomatique. Néanmoins, certains patients peuvent avoir un rétrécissement aortique serré dit asymptomatique. Encore faut-il vérifier qu'il soit vraiment asymptomatique, nous pourrons l'aborder ultérieurement. Il y a un critère qui est tout de même majeur, c'est la Vmax supérieure à 5,5 mètres par seconde qui en soi, en l'absence de symptômes, justifie un remplacement valvulaire aortique chez ces patients qui ont un rétrécissement valvulaire aortique serré. Donc Vmax. Alors remodelage ventriculaire, comment on le mesure? C'est quoi les nouveautés? Alors la conséquence de la valvulopathie sur le ventricule gauche, la masse ventriculaire gauche ne fait plus partie des critères qui conduisent à proposer une chirurgie. Ça a été retiré. Le strain longitudinal, dont chacun sait que je suis assez fan, n'est pas dans les recommandations. Il y a néanmoins un certain nombre de preuves, un certain nombre de littératures qui vont dans le sens de l'utilisation de ces critères. D'abord, c'est plus robuste que la mesure de la fraction d'éjection. Ensuite, c'est associé à la mortalité chez les patients asymptomatiques, si je reste sur les patients asymptomatiques. Et donc, il y a une convergence d'arguments pour laisser penser que peut-être cette étude du remodelage ventriculaire gauche via l'utilisation du strain global longitudinal pourrait être, dans un avenir proche, utilisée pour mieux sélectionner les patients plutôt asymptomatiques qui pourraient bénéficier d'une chirurgie préventive afin de réduire le risque d'événement. Si je peux me permettre de rajouter une chose qui n'est pas dans les guidelines mais qui est conceptuellement très intéressante pour chacun d'entre nous, c'est la place éventuelle de l'IRM. Bien sûr, je ne dis pas, et je ne dirai certainement pas aujourd'hui, qu'il faut faire une IRM chez tous les patients qui ont un rétrécissement valvulaire aortique. Par contre, on a à l'ESC il y a quelques mois et encore récemment un certain nombre de papiers qui laissent penser que la présence d'une fibrose myocardique chez des patients qui ont un rétrécissement valvulaire asymptomatique c'est associé à une baisse du strain global longitudinal et c'est associé à un beaucoup moins bon pronostic, même 10 ans après le remplacement valvulaire aortique. Donc beaucoup de paramètres sur la dilatation. Justement, où on en est aussi chez ces patients asymptomatiques? Est-ce qu'il faut faire des échos de stress, des échos d'effort? À quel rythme? Alors, l'écho d'effort a pu être... Dans les nouvelles recommandations. Dans les nouvelles recommandations. Dans les nouvelles recommandations, les personnes parmi nous qui ont pu regarder que les tableaux, comme beaucoup font, et moi le premier, ont pu être surpris de voir que les critères d'échocardiographie d'effort qui étaient dans les recommandations de 2012 ne sont plus dans les recommandations de 2017. Le message n'est en aucun cas de ne plus faire d'échocardiographie d'effort. Le message est juste de dire les paramètres quantitatifs qui étaient la PAPS et l'augmentation du gradient de plus de 20 mm de mercure ne sont pas des critères en soi suffisamment solides pour conduire un patient à la chirurgie. Par contre, et si vous lisez attentivement le texte, vous verrez que l'échocardiographie d'effort est un outil fondamental pour s'assurer du caractère symptomatique du patient et pour guider le suivi, la prise en charge. Donc pas de paramètre magique qui permet de dire
j'ai ça, j'envoie le patient à la chirurgie, mais l'échographie d'effort est un prolongement de l'examen clinique et de l'interrogatoire qui peut aider à prendre des décisions difficiles. Et la fréquence? La fréquence du suivi chez un patient asymptomatique qui aurait un rétrécissement aortique serré ou qui aurait une valvulopathie mitrale sévère, je pense que ça peut être tous les 6 mois, avec là encore un point intéressant à soulever, c'est qu'il faut éduquer nos patients. Il ne s'agit pas simplement de dire à nos correspondants, à nous dire nous-mêmes qu'il faut suivre le patient tous les 6 mois. Il faut que le patient soit au courant que l'apparition de symptômes justifie une consultation urgente et ne pas attendre les 4 mois suivants et arriver trop tard. Donc il faut éduquer les patients et suivre tous les 6 mois. Donc, merci beaucoup. Donc, je pense que pour nos auditeurs, on peut comprendre que ces nouvelles recommandations sont claires. Aujourd'hui, la valvulopathie mitrale asymptomatique, on va utiliser essentiellement les paramètres de dilatation VG et de plus en plus de dilatation OG. Chez le patient asymptomatique avec un rétrécissement aortique, pas de TAVI. Par contre, une chirurgie si la Vmax est supérieure à 5,5. Merci beaucoup et bon congrès à tous. Merci beaucoup.